Histoire de vieille. En ces jours de pluie, Mario s'obstinait à vouloir manger les beignets préparés par ma grand-mère. Elle y consentait, avec le sourire d'une personne flattée, sans la moindre difficulté, et elle envoyait Coca enlever les moutons sous les armoires ou ranger le petit débarras. C'était sa façon de s'y prendre pour demeurer la maîtresse absolue de sa cuisine. Dans sa maison si grande, si sombre, si solitaire, je pouvais choisir entre rester à regarder comment les mains veineuses de ma grand-mère confectionnaient soigneusement et lentement les beignets, qu'elle appelait des beignets, ou m'en aller avec Coca pour l'avoir rangé les affaires du débarras. Coca l'appelait grenier, mais moi je savais bien, grâce au pequeno, la rousse et l'ustrado, qu'un grenier ne pouvait se trouver au rez-de-chaussée, dans un petit coin, dont la fenêtre donnait sur la limite du jardin, près de la clôture de briques. Un petit endroit très silencieux et humide où il y avait une plaque rectangulaire de fer rouillé, quelques mosaïques à fleurs et un robinet pour arroser le jardin. Bien que le robinet n'ait pas de clé, et de toute façon personne n'arrosait le jardin, et d'ailleurs ce n'était même pas un jardin. Il n'y avait pas de plantes, ni de fleurs d'ornement. Par contre, les mauvaises herbes et les liserons hétérogènes, les cloportes, les fourmis, les flaques, les crapauds et les souris s'y trouvaient en abondance. Je crois que j'avais déjà 14 ans quand je sus quel était l'aspect extérieur de la maison. Je ne sortais pratiquement jamais, et quand cela arrivait, j'allais et venais sur le trottoir même de la maison. De telle sorte que je connaissais par cœur les maisons d'en face, mais pas celles qui m'abritaient depuis ma naissance. Une fois, il me vint à l'esprit de ne faire que les angles droits. Sans traverser la moindre rue en diagonale, je marchais depuis le coin de la rue sur le trottoir d'en face. À gauche, je dépassais les grillages ou les grilles de fer et les végétations confuses. À droite, tous les quelques mètres se répétait un arbre, prisonnier sur un carré de terre. Au printemps et en été, les branches se rejoignaient dans le ciel, et c'est à peine si le soleil les traversait, en petits fragments, comme passer au travers d'un tamis frais et toujours en mouvement. Mais ce jour-là, nous étions en hiver, et c'était la fin de l'après-midi. Tout était tellement triste, avec un petit vent sans force, muet, la rue vide, et ces petites lumières qui sortaient comme déjà presque éteintes de pièces au plafond extrêmement élevé. Je ne sais pas pourquoi. J'avais presque envie de pleurer, et immédiatement je pensais à Myrtha, une fille plus âgée que moi, qui étudiait dans mon collège. J'étais sur des carreaux bleus et blancs, l'un blanc et l'autre bleu, avec 9 petits carrés en relief et une page sale du journal sportif El Gráfico allait s'envoler sur la croupe du vent. Je posai mon pied dessus juste à temps et sans me pencher, je lus le gardien de but Mouzi Messi, le meilleur joueur du Newell's. Je lui rendis sa liberté et le papier partit en se traînant avec un gémissement déchirant. Et il alla s'échouer dans le caniveau. Quelle était lugubre ma maison. C'était à peine si on la voyait. Des plantes grimpantes fanées et sombres recouvraient la grille noire et rouillée. Derrière celle-ci, des palmiers gris, des pins pelés et le tout-puissant caoutchoutier ne laissait même pas apparaître le squelette opaque de notre maison, dont les murs étaient de véritables cartes de fissures et de taches. Mais contre le ciel blanc, le toit pointu à 2 pentes se découpait, un toit de tuiles qui avait été rouge et qui aujourd'hui était violette ou d'une couleur terreuse. À la maison, il y avait aussi un grenier,
Mais comme c'était là que dormait Coca, ce n'était plus un grenier, mais une chambre. Bien que ma grand-mère l'appelle la chambre de la bonne. Par ailleurs, elle disait hippomobile au lieu de tramway, bottines au lieu de chaussures. Le métro de la ligne Primera Junta s'appelait encore et toujours pour elle l'Anglo. J'aimais bien cette petite pièce avec son plafond en V inversé et ses grosses poutres de bois noir. Sur un petit banc de cuisine trônait une radio très ancienne, très haute, très peu audible, sur laquelle tous les soirs elle écoutait la pièce de théâtre de Radio El Mundo. Une moitié de la chambre était envahie par une immense armoire d'acajou à 3 portes à miroir ovale. Lorsqu'on ouvrait la porte, on trouvait fixé avec des punaises Gardel en gaucho, tout de bleu ciel vêtu, Robert Taylor en cow-boy et l'acteur Angel Magana avec veston et nœud papillon, et aussi une petite image de la Vierge de Lujan. Une autre de son vénéré Mapuche, Seferino Namuncura. Au mur était accrochée une photo colorisée. Le jour de son mariage avec Ricardo, où Coca n'était presque pas Coca, avec cette coiffure si haute et ses lèvres si rouges et si fines. Sur le marbre de la table de nuit se trouvait un flacon d'eau de Cologne et un bâtonnet de soufre. Ce qu'il y avait de mieux dans la chambre, cependant, c'était une petite fenêtre ronde comme un œil de bœuf qui s'ouvrait en 2 volets de verre rose. Voilà pourquoi, quand on disait que Coca allait nettoyer le grenier, cela signifiait qu'en réalité, elle rangeait le débarras. Ma grand-mère adorait que Mario lui demande des beignets. Pas tellement parce qu'elle aimait les faire, mais plutôt parce qu'elle retrouvait un peu de son importance d'antan, quand c'était elle qui régentait toutes les affaires de la maison, quand on n'avait pas encore commencé à l'ignorer. Bien sûr, comme elle radotait, artériosclérose, 86 ans. Ce n'était pas sans raison qu'elle avait ces manies. Cela n'avait rien d'étrange qu'elle se trompe et qu'elle oublie. Et il n'y avait rien de répréhensible à ce que parfois elle mente ou invente. Le docteur Calvino affirma que c'était inhérent à cet âge, qu'il n'existait pas de solution scientifique pour cela et qu'il fallait tout simplement admettre la situation telle qu'elle était. Quoi qu'il en soit, ma grand-mère était adorable et ne dérangeait personne. Elle passait ses après-midi d'automne et d'hiver un fichu sur les genoux et une écharpe sur les épaules, se balançant dans un immense fauteuil à bascule qui, malgré tout, perdu dans le gigantesque salon au papier peint, à fleurs mauves et aux oiseaux verdâtres, semblait petit. Là, les doigts entrelacés, elle pensait à Dieu. C'est quoi? Regardant par-dessus la table noire et ovale, toujours couverte d'un tapis de table écrue réalisé au crochet. Quand ce n'était pas le cas, elle nettoyait tous les objets métalliques de la maison, jusqu'à leur donner un éclat aveuglant. Et cet éclat était comme un scandale parmi tant de choses opaques et mélancoliques. J'avais l'habitude de lui chercher des candélabres de bronze ou des corbeilles à fruits, en argent, mais Mario me l'interdit, considérant qu'ainsi je ne faisais que stimuler le développement de quelque chose qu'on aurait pu appeler une manie. De toute façon, maintenant que les jours étaient plus doux, ma grand-mère avait pris l'habitude de flâner, en fin d'après-midi, dans les recoins inexplorés du jardin, autant dire presque tous. Elle s'asseyait, bien loin de la maison, sur une petite chaise de paille, jusqu'à ce qu'enfin Coca aille la chercher et l'oblige à rentrer, parce que la rosée de la tombée de la nuit pouvait être très dangereuse. La convaincre de rester au salon était difficile, et de jour en jour, elle passait de plus en plus d'heures dans le jardin, en général près de la statue détruite. Le docteur Calvino conseilla de la laisser faire à son gré, mais en faisant attention qu'elle ne prenne pas froid compte tenu de la fragilité de ses bronches. Il était incroyable que la nuit de l'orage de la Sainte-Rose, quand Mario se leva pour assurer les volets, ma grand-mère soit en train de déambuler dans le jardin sous la pluie et secouée, une frêle plante comme elle, par le vent glacé et déchaîné. Le docteur Calvino diagnostiqua une pneumonie et alors la fièvre se joignit au radotage.
Et ma grand-mère commença à délivrer, avec les histoires des petits hommes. Des petits hommes, oui, des petits hommes, portant un pantalon jaune et une veste rouge, perchés sur des bottes noires et très hautes, qui portaient sur la tête bonnet de velours bleu. Il était inutile de l'interrompre pour lui faire savoir que Thelma avait eu des jumeaux, ou pour que tante Marcellina lui montre les draps qu'elle venait de broder. La ville des petits hommes s'appelait Natania, et il se composait essentiellement de forêts, de tours et de ponts. Le château du roi et les 3 ministères étaient protégés par des lions ailés et des taureaux à tête d'aigle. Par des statues de lions et de taureaux? Non, par des lions et des taureaux en chair et en os. Le docteur Calvino eut cette expression si spéciale qu'assument les médecins amis de la famille, et la maison devint le lieu de passage obligé de lointains parents, solidaires dans le malheur qui s'approchait. Quand la petite vie ténue de ma grand-mère fut totalement consumée, les employés des pompes funèbres arrivèrent avec les ornements absurdes avec lesquels on reçoit la mort. La chapelle ardente fut dressée dans le salon où ma grand-mère lustrait les métaux, et les poignées du cercueil brillaient presque autant que si c'était elle qui les avait polies. Ses 2 sœurs mariées et la vieille fille évoquèrent son souvenir, l'époque où elle était jeune, toujours vaillante et bien portante. Et mes oncles notaires ou avocats consommaient du café et du cognac et calculaient pour les prochaines élections présidentielles les chances de l'union Balbin-Frondizi face à celles de Perón-Guijano. Toute la nuit, je contemplais les visages successifs et je pensais parfois à Myrtha. Et désertant la veillée funèbre, je me fondis dans la broussaille du jardin parmi les rugueux palmiers et les liserons bleus qui m'auraient à peine cueilli. Je pleurais, quoique tout doucement, rien que parce que je me souvenais de sa présence en ces lieux, avec ses lunettes et son manteau noir.